tous, bonjour à tous. Bonjour à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur la directive NIS 2 qui est animé conjointement donc avec Thales et avec F24. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter un modèle qui puisse aller de la théorie à la pratique. Vous allez tous être confrontés certainement à cette nouvelle directive. Donc, on va en savoir un petit peu plus aujourd'hui. On va échanger ensemble. Ce webinaire sera donc co-animé par moi, Arnaud Straka. Je suis directeur général chez F24 France, qui est un éditeur de solutions d'alerte et de gestion de crise, présent en France, en Europe et dans le monde entier, et également avec Rémi. Rémi Dutartre, enchanté, bonjour à tous. Pour ma part, je pilote l'activité de conseil en résilience et gestion de crise au sein d'une entité de Thales qui s'appelle Thales Cyber Solutions et qui est donc spécialisée sur les enjeux de cybersécurité. Parfait. Ce webinaire s'inscrit également dans la continuité de cette année, puisqu'on a animé un roadshow cette année avec les équipes de Thales et F24 un petit peu partout en France, où on a pu avoir plusieurs dates et rencontrer nos clients. Et donc, l'idée est arrivée à ce moment-là de faire quelque chose conjointement. En passant sur le sommaire, donc voilà ce que l'on va voir aujourd'hui. Donc, on va présenter F24 France, on va présenter également l'activité Thales en lien avec ce webinaire. On va vous montrer on va discuter des nouvelles règles, les nouveaux périmètres d'application de cette directive NIS 2, comment se mettre en conformité, et ensuite on verra le cas pratique, comment un outil SaaS, donc Software as a Service, peut vous aider à entrer en conformité. Donc, avec une démonstration de la solution PAC24 que je vous ferai en fin de webinaire. Le webinaire est organisé sur Teams, donc vous avez la possibilité de nous poser des questions. Vous pouvez faire par le biais du chat. Sinon, à la fin, on aura une session de questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous avez. Voilà, commençons par quelques mots sur F24. Pour ceux qui ne connaissent pas F24, F24 est un acteur européen. On est leader européen en solutions de résilience. Solutions résilience, ce sont des solutions d'alerte, de gestion de crise et qui couvrent maintenant tout le spectre de la résilience, de la préparation des incidents, de la préparation des cas, du suivi du business impact analysis, voilà, avec un corps de métier qui est vraiment sur l'alerte. Vous donnez la possibilité de mobiliser des personnes, d'alerter lorsque vous avez des incidents, qu'ils soient bien sûr cybersécurité, mais aussi sûreté et sécurité. Donc l'alerte et ensuite toute la gestion de crise avec la main courante, tout ce qu'il vous faut pour tracer et puis pour suivre les incidents. F24 a été créé il y a plus de 20 ans maintenant. On est plus de 250 dans le monde entier et à peu près 5500 clients dans le monde entier. Et on est présent sur une vingtaine de sites en Europe. Et là, je vous parle de nos bureaux de la Défense. Alors, de notre côté, Thales Cyber Solutions, c'est environ 200 personnes en France spécialisées sur les enjeux de cyber. On fait des activités d'audit, de conseil sur la thématique cyber, en gouvernance, en risque, en conformité. On fait de la cybersécurité sur le volet technique avec donc des audits techniques, du pen test. Bref, globalement, toute la chaîne de valeur de la cybersécurité. On est soutenu également par des activités SOC partout dans le monde, ce qui nous permet de faire du follow the sun. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est donc l'activité de conseil en résilience et gestion de crise. Donc, c'est l'équipe que j'anime, qui est donc une partie de ce grand ensemble que je viens de présenter. Nous, notre spécialité, c'est tout ce qui tournera autour de la continuité d'activité et de la gestion de crise. Et ça tombe bien puisque c'est le thème de la conférence. On intervient aussi bien sur la préparation que sur les exercices et les tests. Et on intervient auprès de tous les secteurs d'activité, et notamment les secteurs de marché qui vont être décrits dans la future réglementation NIS 2, avec les activités auprès des entités importantes et des entités essentielles. On va y revenir. J'ajoute également que pour cette présentation, Eva Selab, qui fait partie de l'équipe et qui est notre experte NIS 2, sera présente et pourra répondre à vos questions les plus précises sur la réglementation, puisqu'elle la connaît sur le bout des doigts. Eva, peut-être tu veux dire 2 mots pour te présenter? Oui, merci beaucoup Rémi. Donc, bonjour à tous. Effectivement, donc, je travaille depuis maintenant 1 an sur la directive NIS 2 depuis sa publication non officielle par l'ANSSI le 29 novembre 2023 exactement. Et donc, je me ferai un plaisir de vous apporter des compléments si besoin. Merci Eva. Merci Eva. Parfait.
Je vous propose de poursuivre. On souhaitait vous montrer les synergies qu'on constate et qu'on vous propose entre F24 et l'équipe de Thales Cyber Solutions. Elles sont assez nombreuses. Effectivement, vous voyez sur ce graphe toute la partie préparation, veille sur les risques, audit et conseil, formation, entraînement qui peut être vous pouvez vous faire accompagner par les équipes de Thales. Thales, là, on est vraiment en binôme sur ces parties-là, c'est-à-dire que Thales va vraiment vous aider à préparer vos différents scénarios, à être prêt, et vous allez pouvoir les intégrer dans l'outil. Thales ne proposant pas d'outils d'alerte et de gestion de crise, et nous ne faisons pas la partie audit et conseil. C'est intéressant, il y a des synergies qui sont assez fortes à ce moment-là. Plus arrivent les incidents ou vos exercices. Il faut aussi bien noter que ça peut être des solutions qui vous permettent de gérer les exercices. Et à partir de là, vous allez pouvoir déclencher vos alertes, la communication, vraiment gérer les incidents, gérer les crises, communiquer le tout dans un outil qui vous permet de noter toutes les informations, de tracer toutes les informations, puis de pouvoir les partager, les communiquer comme on va le voir, comme vous en aurez l'obligation de par cette directive. Les nouvelles règles, les nouveaux périmètres d'application, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur la NIS 2. Donc pourquoi cette directive NIS 2 est-elle importante? Bon, je pense que vous le savez, NIS, c'est la directive de sécurité des réseaux, système d'information, Network Information Security. Cette partie NIS 2 va couvrir un secteur plus large. L'idée, c'est effectivement de demander aux entreprises plus de garanties en cas de cybermenace. On voit que la politique est beaucoup plus stricte pour pouvoir lutter et faire face contre ce nombre croissant de cyberattaques en Europe. Effectivement, comme disait Eva, elle met un petit peu de temps à être mise en place. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle sera en place. Donc, il faudra de toute façon répondre à ces exigences-là. En quelques mots, vraiment, qu'est-ce qu'implique cette législation? Si on a 4 points à prendre, c'est vraiment la notification des incidents, être en mesure de notifier lorsque vous avez des incidents cyber, être en mesure de gérer également vos vulnérabilités, gérer également vos risques. On va rentrer un petit peu en détail et puis n'hésitez pas à poser vos questions puisque Eva est vraiment experte sur ce secteur-là. Gérer vos risques et superviser et avoir une supervision sur la mise en application de cette norme-là. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail sur les acteurs qui sont concernés par cette directive. Donc, 2 grandes catégories. Vous avez les acteurs qui sont qui sont des entités essentielles, que sont les secteurs de l'énergie, de la santé, du transport, des banques, le marché financier, entreprises distributeurs d'eau potable, d'eau usée, infrastructures numériques, sur les services TIC, espace, administration publique. Donc, on va séparer les entités essentielles des entités importantes, EI. Les entités importantes sont celles qui sont notées là, donc services postaux d'expédition, recherche, gestion des déchets, produits chimiques, agroalimentaire, industrie, fournisseurs numériques. Et vous allez voir que finalement, les applications ne sont pas tout à fait les mêmes que vous soyez une entité essentielle ou que vous soyez une entité importante. Donc, ce distinguo est assez important. Voilà. Qui est concerné, donc un petit peu plus en détail, vous êtes une entité essentielle si vous faites partie de la typologie de clients que j'ai cités au préalable. Donc, c'est grands opérateurs issus des 11 secteurs essentiels. Il y a également les cas particuliers, donc il faut aussi savoir qu'il y a des critères qui permettent de vous catégoriser en entité essentielle, donc que vous soyez plus de 250 employés, ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou plus de 43 millions d'euros de total de bilan. Voilà, il faut à ce moment-là que vous puissiez avoir une supervision proactive, donc en avance de phase, et les sanctions seront plus élevées en cas de manquement à cette directive. D'un autre côté, les entités importantes sont les 7 secteurs que j'ai cités au préalable, qui étaient sur la droite, avec des employés, des critères de catégorisation qui sont évidemment un petit peu en dessous, entre 50 et 250 employés, entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et puis un bilan inférieur à 43 millions. Voilà. Et là, cette fois-ci, on vous demande d'avoir une supervision qui soit en réaction, et non pas en proactivité, mais qui soit en réaction lorsque vous avez des incidents. Les sanctions seront un petit peu moins importantes dans ce cadre-là. Alors, Eva, je ne sais pas si tu veux à ce moment-là en dire un petit peu plus, rentrer un petit peu plus en détail.
si tu as des éléments supplémentaires qui peuvent être intéressants. Ok, effectivement, j'ai juste un petit point. Ce qui est très important de savoir, c'est que l'affectation de l'assujettissement, soit aux entités essentielles, soit aux entités importantes, va conditionner derrière les nombres d'exigences que l'entreprise va devoir suivre. Et donc, même si on est entité importante, on va des fois tomber dans la catégorie entité essentielle, et donc on passe sur une 160 exigences à devoir couvrir, alors que quand on est dans les entités importantes, on en a 60, avec directement pour la transposition française des objectifs de sécurité qui ne sont pas applicables. Donc vraiment, ce point est crucial pour chaque entité, pour chaque société, de bien définir dans quelle catégorie elle va se trouver. Voilà. Merci. Merci, effectivement. Alors, dans un webinaire, on peut pas rentrer sur l'ensemble de ces exigences, mais pour en citer quelques-unes et les principales, 3 exigences qu'on met vraiment, sur lesquelles on souhaite vraiment insister. La première, c'est donc le partage d'informations, la gestion des risques cyber et la déclaration des incidents. Partage d'informations, ça veut dire que vous serez tenu de communiquer, vous serez tenu de partager les informations, de communiquer les informations qui sont liées à un incident aux autorités nationales désignées et de mettre à jour régulièrement ces informations. Ça, c'est le premier point. Au niveau de la gestion des risques cyber, vous allez devoir mettre en place évidemment les mesures adaptées. On va le voir encore comment c'est possible de manière concrète. Mettre en place des mesures juridiques, techniques et organisationnelles pour gérer les risques qui menacent votre sécurité de vos réseaux et les systèmes d'information. Donc là, on est quand même dans de l'anticipation et la déclaration des incidents. Mais à partir du moment où vous allez avoir des incidents, vous allez être amené à devoir signaler ces incidents aux autorités nationales. Donc c'est 3 points qui sont très importants. Déclarer, mais aussi mettre à jour les évolutions de la situation. Donc, il ne s'agit pas juste de faire une première déclaration, il s'agit de continuer à partager ces incidents pour que ça puisse être tracé aussi au niveau national et être suivi par les autorités compétentes. Je vois une question dans le chat. Donc la question est si la typologie nous fait tomber en entreprise essentielle, mais que la volumétrie de personnes / le chiffre d'affaires relève des entreprises importantes, on fait comment? Eva, tu as un mute, Eva, on ne t'entend pas. Oui, pardon. Alors en fait, on va tomber dans des catégories particulières où justement, on va pouvoir basculer de l'une des catégories vers l'autre. C'est-à-dire que même si vous êtes entité essentielle, mais que dont les volumétries donc, soient inférieures à 50 personnes ou à 250, ou inférieures par exemple à 10 millions pour le chiffre d'affaires, vous allez repasser dans la catégorie entreprise essentielle. Pour cela, je vais vous envoyer dans le chat mon espace NIS2 qu'a mis en place donc l'ANSSI, qui permet de faire un premier test pour savoir exactement dans quelle typologie de classe vous allez vous retrouver. Merci Eva. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je ne vois pas là, le chat vu que je partage mon écran, mais n'hésite pas Rémi. Pas d'autres questions pour le moment, on peut avancer. Parfait. On va passer maintenant sur la partie théorique, donc la NIS2, la directive NIS2 en théorie. Est-ce que Rémi, tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, et donc pour cette suite de présentation, on va se concentrer sur les mesures qui vont avoir un lien avec la continuité d'activité, la gestion de crise. D'un point de vue général, vraiment le sujet de la résilience. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans les 20 objectifs de sécurité qui sont prévus dans cette directive, vous avez des mesures qui toucheront la gouvernance de la cybersécurité, la protection, des mesures qui vont toucher la défense, dans laquelle on pourrait intégrer l'objectif 17 que vous voyez sur la gauche de l'écran, et je vais y revenir, et puis des objectifs qui vont vraiment rentrer dans la catégorie résilience, 18, 19 et 20. Avant de rentrer dans le détail de ces différents objectifs de sécurité, je vais d'abord revenir sur ce qui pourrait marquer une rupture. Et je parle au conditionnel parce que tant que la mesure n'a pas été officiellement adaptée, voilà, on reste prudent et on se garde une marge de sécurité. Mais néanmoins, on a quand même une assurance raisonnable sur ce qu'on vous présente là. On peut en parler sérieusement. Donc le premier point qui pourrait marquer une rupture avec cette nouvelle directive, c'est la responsabilité du dirigeant exécutif qui est mise au premier plan, notamment sur la thématique de la réponse aux incidents de sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les choses sont écrites, à savoir que le dirigeant exécutif de l'entreprise, aujourd'hui, est cité nommément. Donc, on s'attend à ce que ce soit le dirigeant exécutif de l'entreprise qui apporte un certain nombre de garanties
par rapport aux mesures qui sont mises en place pour la gestion des incidents de sécurité, mais certainement pour d'autres objectifs de sécurité également. On a également donc une relation entre l'entité et le régulateur, en France l'ANSSI, qui va être renforcée au travers de cette directive. Et Arnaud en parlait, hein, avec une nécessité notamment de notifier les incidents de sécurité qu'on rencontre. Et bien sûr, l'ambition, c'est de pouvoir faire profiter le collectif des différents indicateurs de compromission, par exemple, qui auront été constatés et qui pourraient permettre aux autres organisations de se protéger face aux incidents. On a un point qui est essentiel, hein, c'est la professionnalisation des disciplines résilience et gestion de crise, qui sont permises par le fait d'avoir des objectifs de sécurité qui maintenant contraignent d'une certaine manière les entreprises essentielles et importantes, les entités essentielles et importantes, à respecter de nouveaux objectifs de sécurité, et donc par conséquent, on l'espère, à nommer des personnes qui sont responsables et dont le rôle consiste à animer ces différentes disciplines que je vais vous présenter juste après. On a une tendance de fond également qui vient renforcer la proximité entre les acteurs de la sécurité des systèmes d'information et les différents acteurs de la direction des systèmes d'information des organisations. Donc ça, c'est un point important puisqu'on le constatait depuis déjà un certain nombre d'années, mais finalement, cette directive, elle vient apporter de nouveaux arguments pour que cette proximité soit encore plus forte. On a un point essentiel qui est la nécessité désormais réglementaire pour les entreprises essentielles d'être outillées et faire face à l'indisponibilité des moyens de communication habituels. Et le scénario cyber, on le sait, peut conduire à ces situations où la messagerie, le Teams, les différentes applications, les différents outils habituels de l'organisation pourraient être indisponibles. Et donc, il est nécessaire de trouver des solutions telles que celles que propose FAC24 et Arnaud va vous faire une démonstration tout à l'heure, pour pouvoir faire face à ce type de scénario. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est que depuis quelque temps maintenant, l'ANSSI prépare une nouvelle qualification qui s'appelle prestataire d'assistance et de conseil en sécurité, ou PACS, ou PACS. Et cette qualification donc, permettra de démontrer qu'un prestataire démontre un certain nombre de garanties, aussi bien en termes de connaissances, de méthodologie, d'expertise sur la thématique cyber, que de garanties en termes de sécurité pour délivrer un travail dans un environnement qui soit maîtrisé face à tous les risques cyber qu'on peut connaître. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lien ici entre cette qualification PACS qui est naissante et la future directive NIS2 qui, dans certains cas de figure, prévoit la possibilité de recourir à ce type de prestataire pour bénéficier d'une présomption de conformité à un objectif de sécurité. Donc là, typiquement, si on parle de l'objectif 17, 19 ou 20, on le sait, le fait de recourir à un prestataire PACS fera bénéficier à l'entreprise d'une présomption de conformité. Donc, il est fort à parier que tous les cabinets qui bénéficieront de cette qualification se verront sollicités de plus en plus sur ces thématiques de NIS2. Dans la slide d'après, on va rentrer dans le détail de l'objectif numéro 17. Et donc, on va essayer de voir un petit peu à quoi on peut s'attendre pour chacun des objectifs qui vont suivre. Objectif 17, l'entité est en capacité de réagir face aux incidents de sécurité. En France, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi je dis en France? Parce que rappelez-vous que la directive NIS2 fera l'objet d'une transposition sur le droit national de chaque pays européen concerné. Et par conséquent, on peut observer un certain nombre de... On pourrait, c'est du conditionnel, on pourrait observer des différences en fonction des pays. Donc là, ce dont je vous parle ici, c'est la vision qu'on pense avoir de ce qui va se passer en France. Donc, la réaction aux incidents de sécurité, ce dont on va parler, c'est finalement la stratégie de réponse à incidents de l'organisation, toutes les activités qui seront liées à la notification au régulateur, en France, l'ANSSI, et puis tout l'outillage qui devra soutenir finalement cette démarche-là. Sur la partie basse, ce qu'on observe, c'est qu'en termes d'outillage, la réglementation prévoira des éléments de précision sur tout ce qui sera lié à la collecte et au signalement des incidents. On parlera également de conservation des logs, comment est-ce que ça doit fonctionner. Et puis, la réglementation prévoit également qu'un système d'information dédié soit mis en œuvre pour la réponse à incident. Et quand on dit dédié, c'est-à-dire qu'il doit être cloisonné par rapport au système d'information réglementé, qui donc impliquera la mise en place de cette réglementation. On retrouvera bien sûr le volet procédural qui détaillera en gros toutes les activités d'analyse des causes, de gestion des incidents et puis de notification vers l'ANSSI. Tout ça devra être formalisé, devra être démontré si le régulateur vient faire une vérification.
Et puis, bien sûr, on parlera également de l'organisation et de la stratégie pour s'assurer que tout ça fonctionne convenablement. Dans l'objectif 18, on va évoquer la continuité d'activité et la reprise d'activité. Dedans, on va retrouver aussi bien les mécanismes de sauvegarde et de restauration opérationnelle que les activités de test sur lesquelles on reviendra dans l'objectif numéro 20, et puis tout ce qui va toucher au plan de continuité de reprise d'activité, avec, en termes d'outillage, un dimensionnement technique pour les mécanismes de sauvegarde. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce dimensionnement doit être corrélé avec les durées maximum d'interruption acceptables et les pertes de données maximum acceptables que l'on aura estimées durant une activité de BIA, pour Business Impact Analysis. On a également, en termes d'outillage, la protection des sauvegardes pour les systèmes d'information réglementés, avec la nécessité de stocker, d'avoir au moins un stockage hors ligne de ces sauvegardes concernant les systèmes d'information réglementés. On trouvera bien sûr donc volet procédure, tout ce qui touchera aux sauvegardes à la restauration, mais également aux procédures de test. Et on s'attend à ce qu'une fréquence de test soit imposée par la réglementation. On pense qu'on devrait avoir une fréquence d'au moins un test par an. Et puis le dernier volet, c'est donc les plans de continuité et plans de reprise d'activité qui devront être formalisés. Mais point important, désormais, ils devront intégrer le scénario de crise d'origine cyber. Et c'est un point absolument essentiel puisqu'on ne réagit pas tout à fait de la même manière lorsqu'on souhaite reconstruire son système d'information, lorsqu'on souhaite faire une bascule de sauvegarde, quand on est face à un problème d'exploitation, que quand on est dans un problème cyber qui nécessite un certain nombre d'investigations et de vérifications avant de relancer ces systèmes d'information. Dans l'objectif numéro 19, on parle de gestion de crise, mais de gestion de crise d'origine cyber. Et donc là-dedans, on va embarquer tout ce qui touchera à l'organisation, au plan, à la communication de crise. Donc là, les moyens de communication de secours sont mis en avant pour justement pouvoir garantir une capacité de communication en tout temps et à tout moment. L'idée, c'est de vérifier et de s'assurer que les entreprises touchées par cette réglementation ne vont pas recourir à des solutions mal sécurisées, sans en citer aucune, mais qui n'apporteraient pas les garanties nécessaires pour le partage d'informations confidentielles. Et donc, plutôt de s'appuyer sur des solutions fiables, de confiance, comme celle que propose FAC24, et qui vous sera présentée juste après. On a également dans cet objectif des mesures pour isoler, protéger et reconstruire le système d'information réglementé. Côté procédurial, on va retrouver toute la stratégie de communication de crise. Et là, c'est intéressant parce que de prévoir, d'un point de vue réglementaire, une stratégie de communication de crise, ça montre bien que la thématique cyber s'appréhende pas forcément tout à fait de la même manière en termes de crise qu'un autre incident. La communication de crise cyber est une discipline à part entière qui doit être contrôlée, et donc ça se traduira par la mise en place d'éléments de langage face aux différents scénarios de crise cyber qu'on pourrait rencontrer, sans parler de tous les autres outils et méthodes qui devront être pensés en amont. On va retrouver également donc les procédures de gestion de crise cyber traditionnelles, en particulier touchant les systèmes d'information réglementés. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut forcément faire quelque chose de différent, mais il faut juste s'assurer que ce qui existe au sein de l'organisation sera conforme et permettra de répondre aux exigences de NIS 2. Point important, NIS 2 prévoit également la gestion de crise de bout en bout, c'est-à-dire en allant jusqu'au retour d'expérience. Et le retour d'expérience doit aussi bien concerner des crises réelles qui se seraient produites et qui nécessiteront donc d'en tirer les enseignements, mais également les exercices, parce qu'en général, le retour d'expérience est assez naturellement fait dans ce genre de démarche. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment une logique d'amélioration continue qui est préconisée par l'ANSSI, par NIS 2, pardon. Et donc, ça conduira les organisations à progresser d'une certaine manière en les contraignant à mettre en place ces mesures, mais qui sont en fait des mesures de bon sens. Bien sûr, donc, dans cet objectif, on parlera également de l'organisation de crise cyber, et donc ça embarquera tous les parties prenantes en interne et en externe. En externe, on trouvera bien sûr le régulateur, mais on aura aussi nécessairement les autorités et les autres régulateurs qui toucheront le secteur d'activité de l'entreprise concernée. On en arrive à l'objectif de sécurité numéro 20, dans lequel on va retrouver toute la thématique autour de la sensibilisation, de la formation. Globalement, cet objectif numéro 20, il a pour objectif de vérifier que tout ce qui a été mis en place avant fonctionne. Et donc, dedans, on n'a pas forcément de contraintes en termes d'outillage. Le NIS 2 ne prévoit pas de vous imposer de mettre en place, par exemple, un cyber range dans le cadre de l'exercice. Il ne prévoit pas non plus de vous imposer une méthodologie spécifique pour tester ou pour faire vos exercices. Mais par contre, il vous demande
à vous en tant qu'entreprise concernée de mettre en place une stratégie d'entraînement, prévoyant donc les différents tests, les procédures. Cette stratégie, elle doit être triennale. Et puis de prévoir également un programme de test qui prévoit donc chaque fois la fréquence, la nature, les objectifs du test. L'idée étant d'avoir de la visibilité sur la montée en compétences, l'aguerrissement de vos équipes et le test des différents outils. On retrouve donc également la nécessité de mettre en place ces formations en sensibilisation. Il ne s'agit pas juste de faire des stratégies d'entraînement, mais également de les mettre en œuvre. Et puis de la même manière, de réaliser des tests et des exercices qui toucheront les systèmes d'information réglementés et de pouvoir démontrer finalement au fil de l'eau que toutes les parties prenantes sont à l'aise aussi bien avec les outils que les procédures, que l'environnement dans lequel ils interviennent. Par rapport à ces différents objectifs-là, on a des ressources qui ont été mises à disposition par l'ANSSI déjà depuis un moment et qui vous permettent gratuitement finalement de savoir comment est-ce que vous pourriez vous mettre en conformité. Les différentes ressources de l'ANSSI sont disponibles sur leur site internet et qui permettront aussi bien de prévoir la continuité d'activité de votre organisation que organiser un exercice de crise. Les ressources soient assez bien faites, assez complètes. À chaque fois, vous avez des annexes, donc je vous invite vraiment à les consulter. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Eva, vous avez également un site internet qui s'appelle Mon Espace NIS 2 et qui vous permet de savoir si vous êtes assujetti à la réglementation, si oui, dans quelle mesure. Et on pense également à l'avenir qu'un certain nombre de ressources seront mises à disposition pour faciliter ce travail de mise en conformité. Arnaud, je te laisse peut-être la main pour la suite. Effectivement, merci beaucoup Rémi. Je vous conseille effectivement également vivement d'aller vous procurer ces guides-là qui sont vraiment très bien faits, qui permettent de comprendre les contours et de vous aiguiller aussi dans ces modifications qui sont parfois dont l'empan est parfois un petit peu compliqué et voilà, vous êtes accompagné, donc n'hésitez pas à procurez-vous ces guides-là, ils sont très bien faits. Voilà, maintenant passons sur la partie Directive NIS 2, la pratique. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer, donc de faire une démonstration de notre solution d'alerte et de gestion de crise. L'idée, alors avant que j'aille chercher la page de démonstration, vous voyez cet écran, vous pouvez voir en fait que c'est une solution qui est en mode SaaS, donc Software as a Service, donc complètement décorrélé, hein, qui peut être complètement décorrélé de votre SI. L'idée, c'est que vous puissiez avoir une solution de bout en bout d'alerte, de gestion de crise, de rétex, de reporting avec une main courante pour pouvoir gérer l'ensemble de vos événements et de vos incidents.